BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous vous proposons d'analyser une proposition de Marine Le Pen, une proposition du Front National qui consisterait à renationaliser la PAC, la politique agricole commune. Bonjour Édouard Ferrand. Bonjour. Vous êtes chef de file des eurodéputés Front National ici au Parlement européen. Vous trouvez que c'est une bonne idée, l'idée de votre chef? C'est une idée géniale. Oui, d'accord. Vous faites partie de la commission agriculture du Parlement. Et commerce international, c'est-à-dire que les deux commissions permettent d'avoir une vraie vision sur l'agriculture. D'accord. Les traités de libre-échange et le soutien des agriculteurs. Éric Andrieux, bonjour. Bonjour. Eurodéputé socialiste. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je pense que c'est une ineptie. Et aujourd'hui, imaginer donc de passer à une PAC, à une PAF, je vous ai exprimé, mon grand-père aurait dit des baffes se perdent, donc, parce que c'était vraiment la mort du secteur agricole. Si vous voulez, si on imagine de renationaliser la politique agricole commune. Oui. Bonjour Manu Foulon, Emmanuel Foulon, je dis Manu parce qu'on se connaît bien. Vous êtes conseiller politique belge, proche des socialistes belges. Que pensez-vous de cette idée? Pour vous, c'est une idée géniale, comme le dit Édouard Ferrand, ou c'est une ineptie, comme le dit Éric Andrieux? Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Renationaliser, l'agriculture, c'est un peu comme la manif pour tous finalement. On commence au 20e, on finit au 16e, sauf que je parle pas du tout de l'arrondissement, je parle du siècle. Ouais. Et donc ça peut faire beaucoup de tort au secteur agricole français de manière générale. Charles de Marcy, bonjour. Bonjour. Fondation Robert Schuman. Vous en pensez quoi, vous? C'est une sorte de renaissance des illusions de souveraineté, alors qu'en fait, il faut être plus fort collectivement et voir comment est-ce qu'on peut améliorer évidemment la PAC. Mais revenir en arrière n'a, à mon avis, aucun sens. On va revenir dessus, parce que Marine Le Pen qui dit ça coûtera rien à la France, puisqu'elle est déjà financée par l'argent des Français qui transitent par l'Union européenne, cette PAC. Donc pour Marine Le Pen, c'est CQFD. On va voir si le tour de la table, vous êtes d'accord avec ça. J'aimais bien votre formule de PAF, Éric Andrieux, donc politique agricole française. J'avais pensé à autre chose, la PAX VBG, la politique agricole, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. En gros, c'est ça l'option de Marine Le Pen. Faut-il renationaliser la PAC? On en débat aujourd'hui dans 500 millions d'Européens pour réagir #500ME. Alors, on sait très bien que la politique agricole commune, la PAC, répond à des considérations idéologiques ultra-libérales. Ça, c'est ce que dit Marine Le Pen. Vous êtes d'accord avec ça, Édouard Ferrand? Parfaitement, oui. Parfaitement. Et je trouve qu'elle a entièrement raison d'appuyer là où ça fait mal. Aujourd'hui, les agriculteurs veulent vivre de leur travail. Ils veulent exploiter leurs terres. Or, il y a une récente étude qui a montré qu'aujourd'hui, les agriculteurs, un tiers des agriculteurs vivent avec moins de 300 € par mois. C'est catastrophique. C'est la fierté de notre pays. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de touristes qui viennent en France? C'est justement pour nos paysages et pour la qualité de nos produits. Et je crois que l'Union européenne, malheureusement, a mis à genoux tout un pan de notre industrie, notamment l'industrie agricole. Et je crois que c'est terrible de voir qu'aujourd'hui, si on continue avec l'Union européenne, on va droit dans le mur et c'est la fin de notre modèle agricole français. Pourquoi les touristes viennent en France? C'est pour nos paysages et pour la qualité de nos produits, dit Édouard Ferrand. C'est vrai que moi j'entends beaucoup de touristes qui disent la France c'est un pays formidable, dommage qu'il y ait les Français. Charles de Marcy, moi j'avais le sentiment que la PAC c'était, au contraire, pas du tout ultralibéral, c'était de la pure régulation. Et on dérégularise maintenant. Oui. L'Union européenne, c'est premier exportateur mondial, premier importateur mondial aussi. On se retrouve avec des pays tiers qui se plaignent de la PAC parce qu'ils justement ils estiment que c'est ultra interventionniste, parce que dirigiste, et donc c'est pas du tout ultralibéral. C'est l'inverse. Et quand on voit les conflits qu'on peut avoir à l'OMC, la plupart des États tiers, au contraire, se plaignent justement de notre capacité à pouvoir porter dessus. Excusez-moi, le traité transatlantique, c'est quoi? Le traité avec le Canada, c'est quoi? Le traité mais là, on n'est pas du tout. On n'est pas dans la PAC, là, on est dans les discussions. C'est la politique. Emmanuel Foulon, vous en pensez quoi? Aujourd'hui, c'est pas la écoutez, la PAC, c'est quand même le plus grand projet européen. Je rappelle quand même que c'est la France qui l'a initié. C'est vrai qu'elle est indispensable. C'est vrai aussi qu'elle est perfectible. Le secteur laitier ne va pas bien. Le secteur céréalier ne va pas très bien non plus. Les éleveurs, on en parlera tout à l'heure des accords internationaux, sont un peu inquiets par rapport à ça. Mais alors, qu'est-ce qui va bien?
Sauf que la PAC a permis d'une part de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire sur l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, et d'autre part, elle permet d'encaisser les coûts. Alors, je vous entends volontiers quand vous dites ultralibéralisme. L'année dernière, on a importé du blé canadien pour pouvoir justement... Oui. Je sais que je vais recevoir des emails en me disant « Oh, vous, odieux journaliste, vous n'avez qu'un seul membre du Front National sur votre plateau et vous êtes tous contre... » Oui, mais on parle d'une idée de Marine Le Pen. Je pense que M. Andrieux n'a pas encore pris sa carte. Il y a déjà l'agenda... Non, mais voilà, c'est juste, mais en revanche, essayons de respecter les temps de parole de chacun et que les uns et les autres puissent exprimer leurs idées. Et vraiment, vous allez pouvoir parler. Je suis d'accord si on arrête de faire de l'idéologie. Tout à fait. Non, mais on en discute. Éric Andrieux. Non, mais je crois qu'il faut être sérieux. C'est un problème complexe. Et les problèmes complexes, comme toujours, donc le Front National amène des réponses simplistes. Et on sait bien leur façon de faire et d'être, quel que soit, on va en rediscuter. Aujourd'hui, nous faisons des propositions précises, et à travers d'ailleurs un rapport sur la PAC et l'emploi qui va être voté la semaine prochaine, nous avons des approches totalement précises. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, nous disons oui, la PAC va pas bien, oui, il faut la réformer, oui, il faut une valeur ajoutée. Je vous poser une question. Mais à la question des 350 € donc des agriculteurs, la question c'est un problème donc de régulation du marché. On le sait bien, on a besoin d'outils de gestion de marché différents aujourd'hui que ceux qui n'étaient hier. La PAC s'est libéralisée depuis 1992, effectivement. Et on voit bien que le marché ne régule pas donc l'ensemble de l'économie du secteur agricole, et que donc il faut répondre à ça. Mais se passer en cela d'un marché potentiel de 550 millions d'Européens est une incohérence totale. Et revenir à l'échelle nationale, mais on est pour une grande coopération. C'est la ruine de l'agriculture immédiate. On va laisser Édouard Ferrand répondre, et puis ensuite on va revenir sur les conséquences potentielles d'une renationalisation de la PAC. Édouard Ferrand. Non, mais il y a une perte de compétitivité totale pour les agriculteurs français. Et c'est ça le grand danger. Alors vous nous parlez tout à l'heure de votre rapport. Vous voulez qu'on en parle de votre rapport, justement, comment créer de l'emploi dans les zones rurales? Vous voulez implanter des migrants? C'est ça votre solution magique? Qu'est-ce que chapeau Non, mais écoutez, M. Véran, il faudrait déjà aboutir à ce Parlement. Il faudrait commencer à travailler à ce Parlement. On ne vous voit pas dans les commissions où vous êtes responsable et vous venez... On ne voit pas dans les commissions? Non. Excusez-moi, vous n'êtes pas chapeau sur le rapport biologique. Vous prenez, vous, l'économie de proximité. On parle de la biologie. Vous êtes shadow rapporteur pour votre groupe. Je suis shadow rapporteur. Je ne vous ai pas vu une fois à une réunion de travail sur le rapport sur l'agriculture biologique. Parce que c'est M. Loiseau, nous sommes deux. Mais non, aucun de vous deux. Sur le biologique, vous êtes shadow rapporteur. Moi, je m'appelle Édouard Ferrand. Moi, je suis coordinateur. Oui, monsieur. Ça, c'est de l'idéologie, ça. Bravo. Ça, c'est le Parti socialiste. C'est du travail parlementaire. En politique, il y a les diseux et les faiseux, monsieur. Est-ce que l'agriculture française... Alors, est-ce que l'agriculture... Est-ce que je peux quand même répondre? Je vous en prie. Bon. Aujourd'hui, le démantèlement de la politique... C'est lui qui a commencé à m'agresser. Voilà. On est d'accord. Je comprends que les socialistes soient la Lali. Mais il faut quand même... la démocratie, c'est quand même pas votre fort. Et on l'a vu avec votre ami, Monsieur Schulz. Ce que je propose, Éric Andrieux, c'est que si jamais Édouard Ferrand vous agresse, ce qui n'est pas forcément le cas, il ne faut pas répondre. Donc, Édouard Ferrand, je vous en prie. La politique agricole commune a démantelé complètement les pans entiers de notre agriculture, notamment en instaurant de la volatilité des prix. Ce que veulent aujourd'hui les agriculteurs, c'est avoir des prix garantis, parce qu'ils sont soumis aujourd'hui à l'OMC, ils sont soumis au contexte international, et ce qui les fragilise encore plus. Donc à la fois, non mais arrêtez d'aboyer, si vous voulez. Non, parce que je relève vos il y a des traitements contre l'aboiement, si vous voulez. Allez-y. On me les connaît bien les vôtres, le traitement. Ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a des traitements contre l'aboiement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que Monsieur Andrieux aboie depuis le début. Et c'est quoi le traitement? C'est-à-dire que le problème qu'il a, Monsieur Andrieux, c'est quoi le traitement? C'est qu'il ne connaît pas la démocratie. Contre l'aboiement. Eh bien, c'est de se relaxer, voilà. C'est de relaxer. C'est pas de mettre une muselière. C'est quoi? C'est pas de le piquer. Écoutez, non, mais ça veut dire quoi quand vous dites ça? Il y a des traitements contre l'aboiement. Arrêtez d'envenimer le débat. Déjà, j'ai trois socialistes en face de moi. Ok, très bien. Alors, et en plus, il y a le journaliste qui fait le tribunal. L'agriculture française aurait-elle tenu sans la PAC? Charles de Marcilly. Donc je ne réponds pas. Écoutez, vous faites des digressions. Donc moi, j'essaye de gérer la discussion. Charles de Marcilly, l'agriculture française aurait-elle tenu sans la PAC? Je ne sais pas si elle aurait tenu sans la PAC. En tout cas, Marine Le Pen, sans Marine Le Pen et sans le Front National. Très bien. Ok. Charles de Marcilly. L'agriculture française aurait-elle tenu sans la PAC? Dans un contexte de concurrence avec ses voisins, dans un contexte, évidemment, on peut avoir des aides qui aujourd'hui sont européennes, penser qu'elles pourront être nationales, qu'elles ne seront pas contestées dans le cadre notamment de l'OMC, mais pas seulement, à mon avis, est une hérésie. Donc c'est pour ça que vouloir être en circuit fermé, ça peut peut-être fonctionner dans un petit territoire, très petit, au niveau de la France qui veut aussi exporter, elle est en fait dépendante et contrainte aussi par ces éléments extérieurs. Et donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver.
retrouver. Que la PAC soit pas parfaite, très bien, mais vouloir en sortir n'est à mon avis pas la bonne solution. Il faut essayer au contraire de la modifier de l'intérieur, plutôt que vouloir de le faire de l'extérieur. Emmanuel Foulon. Pour reprendre la métaphore de M. Andrieux, vous imaginez un bateau qu'on pourrait appeler PAC, vous avez un gros grain qui souffle, on peut l'imaginer les marchés financiers par exemple, et une brèche, effectivement, il y a des brèches, tout n'est pas parfait, je l'ai dit, la PAC est perfectible. Alors il y a deux choix, moi je préfère de loin essayer de colmater la brèche, plutôt que de proposer, comme le fait le Front National, en tout cas, comme Marine Le Pen l'a proposé, de renationaliser, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire sauter par-dessus bord, et finalement de faire noyer tous ces agriculteurs européens. Mais la question mérite quand même d'être posée, et elle est intéressante. Bien sûr. Finalement, on se demande pourquoi, alors qu'on donne de l'argent, et l'argent effectivement transite en gros par Bruxelles, quelle est la valeur ajoutée de l'Union européenne dans ce dossier? Vous imaginez bien, que ce soit l'OMC ou ailleurs, la France, aussi grande soit-elle, comment pourrait-elle faire le poids par rapport à d'autres interlocuteurs, comme les Brésiliens, les Américains? Quand vous êtes ensemble, imaginez que vous êtes à plusieurs à vouloir acheter des bouteilles d'eau. Vous achetez 6 bouteilles d'eau. Vous aurez sûrement un meilleur prix en achetant 6 bouteilles d'eau qu'en en achetant une tout seul. L'exemple est relativement simple. On peut l'imaginer volontiers à l'échelle des États. Donc c'est une mauvaise idée. En plus, la France fait quand même partie des plus grandes bénéficiaires de la PAC, au-delà du fait qu'elle l'ait initiée. Et puis... C'est 7 milliards par an? 10 milliards. 10 milliards par an. D'accord. Et en balance commerciale. Et enfin, je pense qu'il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire que recréer des frontières maintenant au niveau agricole, c'est-à-dire isoler la France, va coûter très cher, va faire monter les prix, va tuer les exportations françaises. Et on n'imagine pas que l'agriculture française va tuer ses exportations sans qu'il y ait des conséquences regrettables sur l'emploi, sur le secteur agricole de manière générale. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe de Bruxelles, c'est un échec total. Notre agriculture, malheureusement, est dans un état catastrophique et il faut lutter contre la volatilité des prix et la distorsion de concurrence. Or, aujourd'hui, on nous avait proposé une politique agricole commune qui visait justement à renforcer la coopération entre les nations. Aujourd'hui, les nations s'affrontent entre elles. L'entrée, par exemple, de la Roumanie, de la Bulgarie, juste pour mon département de Lyon, c'est une perte de 800 000 tonnes de blé pour les agriculteurs. La directive détachement des travailleurs, elle permet de faire travailler aujourd'hui dans les abattoirs allemands avec des Polonais sur des prix qui sont beaucoup plus faibles. L'incursion du vin espagnol, le vin espagnol aujourd'hui que nous achetons maintenant en Cubie en France, c'est une distorsion de concurrence. Aujourd'hui, les Espagnols, ils produisent à 39 centimes l'hectolitre et nous, on produit à 69 centimes. Donc aujourd'hui, ce vin est importé et en plus, il y a marqué fabriqué en France. Ça montre que si on ne sort pas de cette politique agricole commune, on ne pourra jamais redresser l'agriculture française. La France est le premier et le deuxième pays contributeur au fonctionnement de l'Union européenne. Chaque année, nous donnons à peu près 21 milliards d'euros à l'Union européenne. 19. Sur ces 21 milliards d'euros, il y en a 13 qui reviennent à la France. Et il est clair qu'aujourd'hui, la volonté de l'Union européenne, c'est de passer par les régions, ne plus passer par l'État. Et je crois que confier aux régions l'organisation de l'agriculture française est une catastrophe parce que ça entraîne gabegie financière et clientélisme. Voilà. Je vous remercie, messieurs, ça s'est apaisé. On peut marquer une petite page de publicité et juste après, on discutera des conséquences potentielles d'un retour au chacun pour soi, chacun chez soi agricole. Et puis, ce serait effectivement intéressant de parler des négociations, et vous l'avez mentionné, Édouard Ferrand, du TTIP, le TAFTA et le CETA dans cette histoire. Nous sommes avec Éric Andrieux, eurodéputé socialiste français, Édouard Ferrand du Front National, eurodéputé également, chef de file de la délégation FN ici à Bruxelles et à Strasbourg, Charles de Marcy de la Fondation Schuman et Emmanuel Foulon, conseiller politique belge. À tout de suite. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et découvrez l'économie sous tous les angles. bfmbusiness.com, l'économie comme vous l'aimez. bfmbusiness.com. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles. Eh bien, figurez-vous que pendant cette très courte pause, Éric Andrieux et Édouard Ferrand ont parlé de manière tout à fait cordiale. Voilà, tout se passe bien. Nous sommes avec Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, Emmanuel Foulon, conseiller politique belge des socialistes, Éric Andrieux, eurodéputé socialiste, Édouard Ferrand, eurodéputé Front National. Aujourd'hui, dans l'émission, nous parlons d'agriculture avec cette proposition mise sur la table par Marine Le Pen de renationaliser la PAC, de l'appeler, cette politique agricole commune, la PAF, politique agricole française. Bon, ça, on extrapole, hein. Elle n'a pas parlé de ça, Marine Le Pen. Mais la question mérite d'être posée. Selon elle, ça ne coûtera rien à la France, puisque c'est déjà financé par l'argent des Français qui transite juste par l'Union européenne. On est d'accord avec ça, Éric Andrieux, ou pas ? Est-ce que ça coûterait, en termes purement pécuniers, financiers,
numéraire, est-ce que ça coûterait plus cher à la France d'avoir une politique agricole mais la France, française? Quand j'écoute les propositions du Front National, parce que je lis le programme, si vous voulez, Marine Le Pen serait dans l'incapacité de verser 1 centime d'euro aux agriculteurs. Aujourd'hui, la France est contributeur direct, non pas pour 21, mais pour 19 milliards d'euros. Elle perçoit 12 milliards d'euros. Mais sur les 12 milliards d'euros, il y en a 10 milliards qui vont à l'agriculture. 9. Donc 10 milliards qui vont à l'agriculture. Donc ça veut dire que par rapport à ça, il faut voir donc ce que ça signifie. La question, c'est une méconnaissance absolue du problème, comme toujours, auquel le Front National amène des réponses simplistes. Monsieur Ferrand parlait de volatilité des prix. Et lui, la réponse qu'il amène à la volatilité des prix, c'est la sortie de la PAC, oui, la sortie de l'Union, la sortie de l'euro. Non, attendez. Mais monsieur Andrieux, il ne va pas sur le terrain. Il n'écoute pas les agriculteurs. Alors là, monsieur Ferrand, je suis toute la semaine. Non, vous n'écoutez pas les agriculteurs. Je me dis, mais il est où l'élu du Front National? Ils vous ont abandonné les agriculteurs aujourd'hui. Je me dis, mais il est où? Vous êtes bourguignon, et c'est vrai, vous allez chez vous, certainement, mais certainement pas sur la circonscription sur laquelle les électeurs vous ont élu. Ah ben écoutez, alors ils vous attendent. Je suis demain à Carpentras. Pour terminer sur la volatilité des prix. La volatilité des prix, je crois que nous faisons des propositions très concrètes. Et je dis dans mon rapport sur l'emploi qu'il faut mixer les outils de gestion de marché. En particulier, c'est important, c'est-à-dire pour répondre au prix, il faut mettre en place les domaines assurantiels, assurer les exploitations pour partie, les mixons-les et mettons en place ce qu'on appelle des contrats cycliques, c'est-à-dire qu'il faut rendre responsables publiquement les agriculteurs, la collectivité au sens large donc, pour que, en fait, en agriculture, le problème, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Et eux, pour équilibrer l'offre et la demande, ils se replient sur la France. Donc ça veut dire que si on les écoute à eux, ils vont rétablir les barrières douanières, on se replie sur soi, on va dire plus d'importation, bien entendu, mais nous on va exporter. Eh bien voyons, c'est très simple donc, comme si les autres pays tiers, si vous voulez, vont accepter de ne pas exporter eux-mêmes leurs produits vers la France et accepter nos produits. C'est des propositions qui ne tiennent absolument pas la route, ni du point de vue sociétal, ni économique. Et ça, je trouve que c'est totalement inconséquent de faire miroiter ces propositions inconséquentes aux agriculteurs aujourd'hui. Juste pour rappel, de façon très simpliste. La France dans l'Union européenne, la France agricole, c'est le premier producteur agricole européen, c'est le premier exportateur vers les pays tiers, troisième intra-UE, et la France affiche un excédent commercial de 10 milliards d'euros. À votre avis, Emmanuel Foulon, quelles seraient les conséquences d'une renationalisation? Chacun subventionnerait dans son coin et du coup, ceux comme les Allemands qui ont plus d'argent que les autres subventionneraient plus que les autres et du coup, ce serait se tirer une balle dans le pied pour la France. De manière générale, c'est évident que ça coûterait beaucoup plus cher à tout le monde. Je rappelle quand même qu'on est vis-à-vis d'une économie plutôt de bloc. Donc on a les États-Unis, on a le Brésil, on a l'Asie, on a l'Europe. Si l'Europe se démantèle, il est évident que nous ne pesons plus rien. On n'a pas le poids économique suffisant en étant tout seul. On n'a aucun pouvoir. On n'a pas de cohérence non plus par rapport à la politique agricole commune. Ça n'aurait aucun sens et on finirait par détricoter la situation actuelle des agriculteurs. Ce serait totalement néfaste. Moi, je ne peux pas comprendre. Tout à l'heure, vous disiez que certains agriculteurs avaient vous vous adressez à Edouard Ferrand. Mais je pense qu'il faut pas vouloir être élu à tout prix. Quand on surfe sur le peur des gens et sur le peur des agriculteurs, parce que pour l'instant ils traversent. De quoi vous parlez? Laissez-moi finir. Pour l'instant ils traversent. Laissez-moi finir. Soit vous faites une traduction. Je ne vous ai pas encore interrompu. C'est une question de politesse. Mais c'est un débat. Allez-y. C'est pas un monologue. Hein. Alors je sais que vous, les socialistes soviétoïdes. Et puis juste ensuite. Allez-y. On ne peut pas surfer sur le peur des agriculteurs sous prétexte. Je vous écoute. On ne peut pas surfer sur le peur des agriculteurs sous prétexte que pour l'instant ils ont un genou à terre parce que leur situation est difficile. Alors c'est pour ça que vous avez effectivement l'oreille de certaines personnes, mais vous n'apportez pas de solutions concrètes et les solutions que vous proposez sont souvent des fantasmes et donc vous donnez finalement c'est un tort parce que ces gens croient en vous et finalement vous n'avez rien à leur offrir si ce n'est du vent. Et ça c'est vraiment dangereux. Moi je pense qu'il faut garantir notre indépendance alimentaire. La souveraineté agricole est essentielle à l'existence même de la nation française. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les politiques qui ont été menées ici à l'Union européenne ont été des échecs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la financiarisation du monde agricole, c'est-à-dire que les agriculteurs n'arrivent plus à tenir des prix. Et ce modèle de l'Union européenne, c'est un modèle ultralibéral qui vise justement à détricoter tout ce qui a été fait justement en France jusqu'à maintenant. Le modèle de l'Union européenne... Est-ce que l'Europe et la France ont toujours été autosuffisantes en matière alimentaire? Oui, toujours.
Toujours. C'est le cas, Éric Andrieux. Il me semblait que dans l'après-guerre, par exemple, c'était pas le cas. Non, je crois qu'il faut. On revient à vous, mais c'est juste la cette PAC question. dans ces différentes étapes. Il y a eu une phase après-guerre. Oui. Donc il fallait nourrir la France et nourrir donc à nouveau donc l'Europe. Il y a eu une phase après 92 où on a enlevé tous les outils de régulation donc du marché, où on a fait que le marché allait tout réguler. Et on est dans une séquence historique importante, mais nous ne réglerons pas la question de la difficulté du secteur de l'agriculture aujourd'hui sans avoir des outils de régulation à l'échelle communautaire. D'accord, mais au niveau de l'autosuffisance, Jacques Chirac, je me souviens, parlait de l'arme verte et de dire effectivement c'est très important. Mais il m'avait semblé comprendre que c'était grâce à la PAC qu'aujourd'hui l'Europe était autosuffisante. Nous avons un savoir-faire français et il y a aujourd'hui un durcissement des contraintes européennes. Donc notre savoir-faire est incompatible avec le modèle de l'Union européenne. Donc ce qu'il faut, si vous voulez, c'est de dire, redonner confiance aux agriculteurs en leur disant, il y a aujourd'hui une autre voie, il y a un autre modèle possible. Parce que l'agriculture aujourd'hui, le modèle qu'on veut nous proposer, c'est le modèle Monsanto, c'est-à-dire une agro-industrie basée sur des productions américaines, des feedlots, avec l'importation d'OGM et la mise en place d'une agriculture qui ne sera plus familiale, traditionnelle, autonome, de polyculture. Ils veulent nous faire de la monoculture, un management à l'américaine, sous contrôle des laboratoires. Ce modèle, nous n'en voulons pas en France. Et c'est pour ça que le Front National a un fort écho aujourd'hui parmi les agriculteurs, parce qu'ils savent que les seuls à vouloir défendre le modèle et l'indépendance française, c'est le Front National. Vous êtes un député européen. Éric Andrieux, désolé, vous ne faites pas votre boulot de parlementaire. Lisez mon rapport. Lisez-le, non, mais n'en parlez pas. Je vous signale que vous l'avez coécrit avec M. Loiseau, qui est mon collègue Front National. Parlons-en donc. Lui, il n'est pas à 350 € par mois quand même. Hein. Parlons-en, sur les aides de la PAC. C'est un détail. Mais c'est mesquin. Vous n'avez plus d'autres arguments. Monsieur Ferrand. Le disque est rayé. Non, je crois qu'aujourd'hui, les socialistes, franchement, je vous ai élégamment laissé vous exprimer. Depuis tout à l'heure, vous m'attaquez. Éric Andrieux, vous envoyez des petites piques. Non, même pas. Au début, vous vouliez mettre des baffes. Alors qu'est-ce que vous voulez me mettre? Tous les députés sont logés à la même enseigne au niveau des émoluments, entre guillemets. C'est ce que je viens de dire. Sur la question, je ne parle pas d'émoluments. Je parle de Monsanto. Vous savez combien il gagne, monsieur Loiseau? Monsieur Ferrand. Il gagne 1 000 € par mois, monsieur Loiseau. Voilà, parce qu'il est agriculteur. Vous n'avez jamais été agriculteur. Monsieur Ferrand. Contrairement à lui. Éric Andrieux. Vous savez, bon, parlons de démocratie. Dans le rapport qui est proposé, monsieur Ferrand, il est spécialement dit. Votre rapport sur les migrants. S'il vous plaît. Recentrer la politique agricole commune sur le noyau dur des petites et moyennes exploitations agricoles. Il y a les exploitations agricoles intensives sur lesquelles il faut adapter les outils, dont on ira avec elles pour les accompagner avec les outils de régulation de marché. Donc voilà, et on va concentrer l'aide publique européenne sur le cœur du... Vous parlez de régulation, vous, maintenant? Laissez-moi m'exprimer quand même, d'accord? Vous savez qu'au niveau européen, il y a aujourd'hui 3% des agriculteurs qui représentent donc les agriculteurs intensifs, qui couvrent plus de 50% de la surface agricole. C'est une catégorie sur laquelle je propose expressément des moyens d'accompagnement spécifiques. Et le cœur du dispositif agricole, la petite et la moyenne entreprise agricole, qui répond aux questions de qualité alimentaire, aux questions d'emploi, aux questions de territoire, aux questions d'environnement, aux questions de climat, c'est sur celle-là qu'il faut accompagner les aides publiques et les aides directes. On va avoir un exemple en fait très concret avec le Royaume-Uni qui va quitter l'Union européenne. On voit que les agriculteurs britanniques déjà s'inquiètent, que leur ministre responsable a déjà dit qu'ils vont essayer de transmettre et d'assurer au moins les mêmes aides directes. On va avoir aussi les difficultés parce qu'ils voudront exporter évidemment avec l'Union européenne, de négocier un accord de libre-échange, bon courage, dans un temps record parce qu'il faudra le faire théoriquement avant qu'ils partent. En moyenne, c'est entre 6 et 7 ans. Donc eux, ils espèrent partir dans 2-3 ans. Donc là, il va avoir un problème de fond. Et puis c'est pas pour ça qu'ils devront plus respecter en fait les normes européennes, parce que s'ils veulent exporter, ils devront suivre les normes européennes. Donc ils seront juste en dehors, ils pourront aboyer autant qu'ils veulent, ils pourront essayer d'aider en aide directe et ce pourrait être contesté à l'OMC et de se retrouver dans une situation en fait perdant-perdant. Emmanuel Foulon, TAFTA, TTIP, c'est un point qui a été soulevé à juste titre par Édouard Ferrand tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut changer pour les agriculteurs avec le TTIP? Alors c'est vrai qu'il y a un vrai problème par rapport aux accords internationaux. On va parler par rapport au CETA, par rapport au TTIP. En décembre dernier, le ministre de l'Agriculture américaine a émis un rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation n'est pas favorable à l'Europe. Dans le meilleur des cas, on se retrouve dans des situations où on touche 2 milliards quand les États-Unis en touchent 10 pour un peu pasticher. Les bénéfices sont totalement déséquilibrés. Les prix américains, les prix des produits américains seraient stables, voire un peu supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui, tandis qu'on a eu un gros risque de chute des prix des produits européens, ce qui est très regrettable évidemment pour le secteur agricole. Et puis on se retrouve avec un TTIP qui est fait sur base
de la PAC américaine, le Farm Bill, où finalement l'État américain, lui, est très interventionniste, alors que pour l'instant, à l'Europe, ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut regretter dans la PAC, c'est qu'on a tendance à peut-être faire de la dérégulation, en tout cas retirer les éléments régulateurs, les quotas laitiers, on va le voir aussi pour le sucre, et ça c'est dommageable évidemment. Alors, effectivement, et ça, je pense que le Front National ne va pas contester, ni personne ni sur la table, que le TTIP et le CETA sont un danger pour le secteur agricole. Mais la réponse... C'est pas une opportunité ? A priori pas. C'est-à-dire que la prise de risque est tellement grande finalement que le gain est trop minime pour prendre ce risque-là. Maintenant, vous avez deux possibilités. D'ailleurs, au Parlement européen, vous avez trois types de députés. Vous avez les députés qui sont pour le tout au marché, où le marché se régule, et voilà. C'est pas une vision que je partage. Vous avez ceux comme le Front National et d'autres qui disent il faut sortir de la PAC, il faut sortir de l'Europe, ce sera mieux sans eux. Alors qu'en fait, pour moi, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment mettre le secteur agricole dans le fossé. Et puis enfin, vous avez les troisièmes qui disent « Ok, la PAC n'est pas géniale, elle est importante, indispensable, mais elle est perfectible. Et nous devons travailler pour que ça aille mieux, pour vraiment aider les agriculteurs. » En gros, votre message, la PAC, c'est pas génial, mais une PAF ou une PAB dans le cas belge, c'est pas forcément non plus la solution. La PAC n'est pas perfectible, mais si on n'y travaille pas, il faut mieux y travailler et faire mieux pour les agriculteurs que de ne rien faire. Vous faites partie de la commission commerce international. Édouard Ferrand, vous en pensez quoi des conséquences potentielles du TAFTA? Je suis coordinateur de la commission commerce international et membre titulaire de la commission agriculture, donc j'ai vraiment les deux casquettes et j'ai l'expertise. Je vois un double langage ici, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de socialistes qui disent nous, on veut pas du traité transatlantique, du traité CETA, des traités de libre-échange, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les voter quand même. Donc entre ce qui se dit aujourd'hui et ce qui va se passer malheureusement en vote, ça va être complètement différent. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les deux problèmes de l'Union européenne, c'est l'élargissement. On est 28, bientôt 34, puisqu'il y a 6 pays qui frappent à la porte, et surtout les traités de libre-échange. Au lieu, si vous voulez, d'avoir intériorisé l'Union européenne en favorisant justement le commerce entre les États, ils ont voulu faire sans arrêt des traités de libre-échange. Ça a commencé avec l'Ukraine, avec le Canada, avec les États-Unis. Il y en a un peu partout des traités de libre-échange. Et c'est la vraie menace, c'est-à-dire que non seulement les agriculteurs européens sont victimes de la dérégulation menée par l'Union européenne, mais en plus, ils sont mis maintenant en concurrence avec tous les grands pays qui émergent, c'est-à-dire l'Inde, la Chine et le Brésil. Et aujourd'hui, nos agriculteurs français et les agriculteurs européens, si vous voulez, ont la double peine, c'est-à-dire la dérégulation des prix et la concurrence internationale. Éric Andrieux. Oui, non, sur les accords... Je pense qu'il faut être précis. Moi, je fais partie de ceux qui sont pour le commerce international. Ça ne veut pas dire pour autant, je le dis dans mon rapport, que je hiérarchise à la fois le commerce, le marché européen, je dis de 550 millions d'habitants, avant d'aller aujourd'hui dans le TTIP, le contenu n'y est pas. C'est-à-dire que la question d'un juste échange, la question de respect des normes sociales, des normes sanitaires, des normes environnementales n'y sont pas. Donc il n'est pas question de travailler. Si on prend l'exemple du CETA, aujourd'hui, pour la plupart des filières agricoles, les choses sont positives. Les choses sont positives pour les filières européennes. Nous avons de grosses difficultés sur la viande bovine. J'ai fait un événement il y a encore 2 jours avec les représentants de la filière bovine française, contrairement à ce qu'a dit M. Ferrand. Pas tout à fait, mais viande bovine, c'est un vrai problème qu'il nous faut régler. Moi, j'étais au salon de l'élevage à Cournon, je vous ai pas vu, ce qui est important, c'est dans le détail. Il faut avancer dans les accords, mais en travaillant dans le détail de ces accords. Faut-il renationaliser la PAC? Je ne pense pas qu'on ait mis nos invités autour de la table d'accord sur cette question, mais peut-être que vous, auditeurs, téléspectateurs de BFM Business, vous en avez tiré des arguments. Donc, juste après le journal, avec nos invités, la revue de presse européenne. À tout de suite. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Si la réalité était la sensation la plus excitante qui soit. Nouveau SUV Peugeot 3008 et son iCockpit unique au monde.
La sécurité et la confiance sont primordiales dans les paiements et l'identification. Banques, retailers, gouvernements et professionnels de la sécurité, venez rencontrer à TrustTech des centaines d'acteurs, assister aux conférences et keynotes et networker avec vos pairs. TrustTech 2016, 3 jours de business et d'innovation à Cannes, du 29 novembre au 1er décembre prochain. Inscription sur trusttech-event.fr. La Première Ligue est à vivre sur SFR Sport 1. 100% des matchs toutes les semaines. Plus de 20 heures de direct chaque week-end. La Première Ligue, 7 jours sur 7. Et la Dream Team SFR Sport pour vous accompagner. Des magazines et des émissions originales. Les images insolites, l'ambiance, les supporters, les plus belles actions. SFR Sport 1, la chaîne de la Première Ligue. Une chaîne du bouquet SFR en exclusivité sur SFR et Numéricable. Hugo est fier. Il a trouvé les locaux de sa nouvelle société. Et il sait que Société Générale finance son projet professionnel. Société Générale. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Nogues. Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens avec nos invités autour de la table. Édouard Ferrand, chef de file de la délégation Front National au Parlement européen. Éric Andrieux, eurodéputé socialiste. Emmanuel Foulon, conseiller politique belge des socialistes. Et Charles de Marcy, directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman à Bruxelles. Et nous a rejoint, comme chaque semaine, par téléphone, Éric Scholl. Bonjour Éric. Bonjour Yann Anthony. Direct courrier international. Qu'est-ce que vous avez en magasin pour nous cette semaine? Écoutez, on va parler d'Irlande et le sort des éleveurs en Irlande. On parle en Slovaquie, ouais. où on va découvrir finalement les Slovaques sont beaucoup plus europhiles qu'on ne le pense. Bon. La Suisse avec cette manne que représentent les travailleurs transfrontaliers. Et puis un petit tour au Royaume-Uni, à Londres, toujours à Londres, et on s'apercevra que le savoir compte beaucoup, que c'est même la capitale européenne du savoir. Et enfin, un petit tour aussi en Allemagne pour découvrir les vertus de la matière histoire en tant que matière à l'école. Voilà, Éric Scholl, l'homme qui parle gaélique, slovaque, suisse, enfin français, suisse on va dire, anglais et allemand. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir #500ME. BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse. Alors, pour être d'accord avec le début de notre émission, Éric Scholl qui maîtrise l'art de la transition, agriculture en Irlande, l'agriculture ne nourrit plus les paysans. Oui, c'est une tribune dont je vais vous parler qui est ici de l'association des éleveurs irlandais. Et c'est une tribune qui est parue dans le Irish Independent, qui est un peu un coup de gueule assez violent sur finalement le sort un peu oublié de ces éleveurs. Alors pourquoi Eddie Ponche, puisque c'est le nom de ce secrétaire général, pousse ce coup de gueule? Eh bien parce que il y a des statistiques qui sont sorties et qui montrent que à peine un tiers des exploitations agricoles d'Irlande sont viables. Alors il s'est interrogé sur ce mot viable, qu'est-ce que ça veut dire? On s'aperçoit que viable, ça veut dire gagner l'équivalent d'un SMIC. Et donc toute la réflexion de ce papier, de cette tribune, tourne autour d'un discours qui est sur il faut augmenter la valeur ajoutée dans la filière agricole, et d'un autre côté ce qui revient à l'éleveur, c'est-à-dire pas grand-chose que les miettes. Et Eddie Ponche nous explique à quel point ce côté laissé pour compte alimente un sentiment de désillusion, je cite le papier, et aussi peut expliquer cette montée du mouvement des populismes, et cette montée d'ailleurs du mouvement du populisme, explique-t-il, est le témoignage du fait que la mondialisation ne fonctionne pas pour tous, en tout cas certainement pas pas suffisamment en tout cas pour les éleveurs irlandais. Voilà, il s'est rendu récemment en France, et il a rencontré des éleveurs français, et finalement ils ont eu un dialogue assez proche sur les mêmes
même type évidemment de plainte, c'est-à-dire d'être oublié dans cette longue chaîne de... Et il conclut sa tribune en expliquant qu'il est urgent que la Commission européenne, mais aussi les gouvernements nationaux, fassent des efforts pour non pas essayer de réguler au coup par coup finalement les agriculteurs eux-mêmes, mais plutôt s'attaquent aux grandes entreprises. Bon, je sens que Édouard Ferrand buvait du petit lait en vous écoutant. On peut faire ce jeu de mots-là. C'est vrai que l'Irlande est un grand pays producteur de lait, avec un coût de production qui est inférieur au coût français. Mais les Irlandais, comme les Français, ils sont victimes de l'Union européenne. Et je crois que ce qui se passe en France, malheureusement, se passe aussi dans ce grand pays agricole qu'est l'Irlande. Il faut voir que les Irlandais sont soumis, comme nous, à la dérégulation des prix. Et je crois que la fin des quotas laitiers a été catastrophique pour l'ensemble des pays européens, notamment l'Allemagne et l'Irlande. Et l'Irlande est justement, à mon avis, dans une situation catastrophique, comme peut-être la crise de la pomme de terre en 1860. Éric Andrieux. Oui, cette question-là, donc, de la dérégulation, je partage totalement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que depuis 92, on a supprimé progressivement les outils de régulation. C'est qu'il faut, parallèlement à ça, sortir de la logique du découplage des prix. C'est-à-dire on découple les prix d'aide aux agriculteurs de la production. Il faut recoupler les prix, ce que la France a prôné dans la PAC actuelle, donc ce qui est en place grâce à la volonté française aujourd'hui, de refaire le lien entre l'aide européenne et la production. Il faut remettre en place des outils de régulation de marché. C'est évident, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le volet assurantiel et le côté contracyclique qui permet de réguler les prix et de mettre en adéquation l'offre et la valeur ajoutée, bien sûr, à la production sur les territoires, bien sûr. Et la question que je voulais rajouter, c'est la question de la chaîne alimentaire. On a un vrai débat, un vrai sujet aujourd'hui sur la question de la chaîne alimentaire, de rétablir les équilibres dans les acteurs entre la production, qui est faible aujourd'hui, la transformation et la distribution. Et ça nous incombe aujourd'hui politique européenne. Je suis pas étonné que tout le monde soit d'accord ici autour de la table, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la PAC n'est pas parfaite, mais elle est perfectible. Et donc les mots qui sont dénoncés sont les mêmes. Effectivement, la dérégulation, retirer des éléments régulateurs. Je parlais des quotas laitiers, quotas sucriers. C'est quelque chose qui pour moi est dommageable. Maintenant, la différence entre les acteurs ici autour de la table, c'est les solutions qui sont permises. Et c'est là qu'est le problème. Mais effectivement, la PAC n'est pas la panacée absolue. Donc, ce qu'il faut comprendre, Charles de Marcy, éclairez-moi, c'est qu'en gros, quand Marine Le Pen dit que la PAC est ultralibérale, a priori, c'est pas le cas parce que la PAC est plutôt régulatrice. En revanche, les réformes apportées à la PAC ces dernières années par la Commission étaient plutôt libérales. Et là, en gros, ce qu'on entend, c'est qu'il faudrait revenir dessus, et les États membres, il faudrait revenir sur ces mesures-là qui ne fonctionnent pas. Oui, et dans un contexte de l'OMC, où l'agriculture a été rajoutée dans les années 90, et donc le vrai défi, en fait, c'est pour l'Union européenne, c'est de rendre cette mondialisation acceptable. Et pour ça, vu qu'on peut plus négocier à 160 dans le cadre de l'OMC parce que ça marche pas, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il y en a qui sont trop grands, maintenant trop méchants, la Chine par exemple, on a choisi collectivement de pousser avec des accords bilatéraux. Alors c'est le Canada, peut-être les États-Unis, il y en a une vingtaine, en tout on a près 80 partenaires dans cette catégorie. Bien retenir, c'est jusqu'à maintenant, on négocie avec des partenaires qui étaient collectivement plus faibles que nous en tant qu'Union européenne. Les États-Unis, c'est différent. Les États-Unis, c'est différent, parce que c'est la première fois où on va être un peu sur le même niveau. Et on se retrouve à plus être seulement sur des barrières tarifaires, parce que c'est quasiment fini, mais sur les critères de normalisation. Et là, l'enjeu, c'est d'imposer, nous, notre système de normalisation. Tout à fait. Direction la Slovaquie à présent avec vous, Éric. La Slovaquie, là, a priori, Édouard Ferrand boira un petit peu moins de petit lait, un pays europhile. Oui, vous savez, donc souvent on présente, ces derniers temps, on avait tendance à présenter la Slovaquie comme un pays de plus en plus rebelle ou très critique à l'Union européenne, d'ailleurs ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais le journal, alors c'est un journal tchèque qui s'intéresse à la Slovaquie, c'est les Nouvelles économiques, le journal de Prague, et qui rend compte du sentiment européen en Slovaquie et qui montre qu'au fond, il y a un vrai attachement très fort à l'Europe. Alors bien sûr, si on regarde juste le Premier ministre, le journaliste nous explique qu'il a une attitude très intéressée. Robert Fico, Robert Fico. Pour lui, c'est on prend tout ce qui est avantageux et on jette tout ce qui ne l'est pas. Alors ça, sur la plainte de la Slovaquie récente contre les quotas obligatoires de réfugiés, la montée du populisme alimentée par la peur des immigrés, écrit le journaliste, alors que personne n'en a jamais vu en Slovaquie, ou alors les attaques menées contre le Royaume-Uni après le référendum de juin dernier.
Mais il ne faut pas oublier deux choses, c'est que si les Slovaques, d'abord, sont actuellement à la tête de la présidence du Conseil européen jusqu'à décembre, nous rappelle le journaliste, ils sont aussi membres de la zone euro, et ce double statut alimente un autre rapport à l'intégration européenne, non seulement une plus grande dépendance à l'égard de l'œuvre commune, mais aussi une plus grande influence en Europe. Et donc, vous voyez, il ne faut pas résumer l'attitude slovaque juste à son Premier ministre actuel. Edouard Ferrand. Alors tout d'abord, moi je suis fier d'être européen, français, en Europe, mais je suis contre cette Union européenne. Donc ce qualificatif, on est contre l'Europe, non, moi je me sens parfaitement européen. La seule chose, c'est que le Premier ministre socialiste de Slovaquie est quelqu'un, à mon avis, d'intelligent, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une pression migratoire qui était telle, et qu'il fallait qu'il rejette cette demande d'imposer des quotas de migrants dans son pays. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils soient europhiles, puisqu'ils sont pour le retour de leur souveraineté et le rejet des migrants. Emmanuel Foulon. Écoutez, Fico, on peut vraiment pas dire que je sois fan, mais je pense qu'il est symptomatique d'un pouvoir en place dans cette zone géographique. Je vais revenir 2 secondes sur le CETA. En fait, le gouvernement wallon a dit non, et donc la Belgique, du coup, par conséquent, un peu obligée aussi. Mais elle n'est pas la seule. Vous avez la Roumanie et la Bulgarie qui ont dit non au CETA parce que eux, ils avaient des problèmes avec le visa, donc c'est l'aspect visa. Mais ce qui m'intéresse surtout, ça c'est moi, c'est que la Pologne et la Hongrie aussi ne sont pas intéressés par le CETA pour une question de subsidiarité. Et en fait, ce qui se passe dans ces zones géographiques-là, et d'ailleurs c'est un peu en corrélation. CETA, juste pour rappeler. C'est l'accord de libre-échange potentiel avec le Canada. Avec le Canada. Le problème de la Pologne et de la Hongrie, c'est la subsidiarité. Donc, c'est-à-dire que ils ne sont pas contre les problèmes. Ils n'ont rien à faire des problèmes du niveau agricole. Ils n'ont pas de problème non plus avec le droit des citoyens qui pourraient être en. Par contre, ce qui les ennuie, c'est ne pas pouvoir directement faire un accord avec le Canada. Et donc, en fait, ces pays-là, en tout cas ces gouvernements-là, ce qu'ils veulent, c'est finalement avoir le beurre et l'argent du beurre, pour parler en termes agricoles, mais c'est surtout profiter des droits sans avoir les devoirs. Et Fico fait ça systématiquement. Orban est aussi champion en la matière. Quand on a besoin de l'Europe, on en a besoin, on l'utilise. Et quand on n'en a pas besoin, on dit ah non, il n'y a pas de problème, on veut plus être européen. C'est pas normal. C'est les droits et les devoirs. Direction la Suisse à présent avec vous, Éric Scholl. À Genève, les frontaliers pèsent près de 20% du PIB. Oui, c'est ce que nous explique Le Temps. Le quotidien Le Temps a mis la main sur 2 études passionnantes sur la contribution des transfrontaliers dans toute cette région de Genève. Alors, pour que les choses soient claires, ces transfrontaliers viennent de France, en particulier du département de l'Ain et de la Haute-Savoie, et ils dirigent sur 3 cantons suisses, celui de Genève, et le canton de Vaud et le canton de Valais. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, d'abord, on voit que ce nombre de travailleurs avec un permis transfrontalier a augmenté très fortement au cours des dernières années. Il a doublé en 15 ans. Et aujourd'hui, on est à peu près à une population estimée à 102 500 personnes. Donc c'est quand même un chiffre important, un chiffre qui permet évidemment qu'il y a un impact économique majeur, vous disiez, à peu près 20% du PIB pour le canton de Genève. À Genève même, 1 emploi sur 4 est occupé par un travailleur transfrontalier. Alors, il y a une deuxième étude qui était, elle, produite par les services statistiques du canton de Vaud et qui met aussi en évidence cette forte contribution économique et qui, à l'inverse, met aussi en évidence les effets négatifs si en cas de retour à des quotas de travailleurs étrangers qui engloberaient les transfrontaliers, on verrait la région aurait fortement à en pâtir en tout cas. Sachant que là on parle de Genève, mais le Tessin également, il y a eu une votation populaire il y a quelques semaines où les gens ont voté pour un texte intitulé « Les nôtres d'abord ». Donc on voit quand même que c'est en Suisse, on se referme et on opte pour la priorité nationale. Charles de Marcy. Ça me fait penser aux Britanniques qui se rêvent en fait comme une future grande Suisse et donc dans les scénarios possibles, ce qui pourrait essayer de promouvoir justement le même type d'accord qu'on a avec la Suisse, où vous avez différents accords en fait sectoriels, qui devient très complexe et plus personne s'y retrouve parce que vous avez des clauses guillotines, donc dès que vous changez quelque chose, ça bouge 2 ou 3 autres considérations, et on voit que l'Union européenne en fait n'est pas favorable pour reproduire le même type de traité ou d'accord, justement parce que c'est trop complexe. Éric Andrieux. Oui, je crois que c'est la preuve que nous sommes dans un monde interconnecté, tout est dans tout, et que au-delà de la partie purement économique, il faut arrêter de penser le repli sur soi et l'enfermement. Il y a les valeurs qui s'échangent, la libre circulation des personnes et des biens à l'échelle d'un espace économique et social, c'est pas rien. Et je pense qu'aujourd'hui, l'exemple de la Suisse est patent, d'avoir le lien entre les territoires et ce que ça génère en termes de développement économique et de lien social entre les habitants est un bel exemple donc à appréhender. Un petit mot, Edouard Ferrand, parce qu'ensuite je vous interrogerai sur le
4 pays d'Europe qui ont la plus forte croissance en Europe, c'est la Suède, le Danemark, la Norvège et la Suisse. Voilà, et ils ne sont tous pas dans la zone euro. Voilà, comme quoi les pays riches en Europe ne sont pas dans la zone euro. Oui, mais vous oubliez que la Norvège, c'est ça, vous avez cité la Norvège? Norvège, oui, Norvège. C'est ça, ils travaillent quand même sur la rente pétrolière, quoi. Alors en France, on n'a pas de pétrole, ça vous a pas échappé. Et le Danemark. Et la vous avez beaucoup d'idées, mais malheureusement, on n'a plus d'idées non plus. Le Royaume-Uni. Ce qui est marrant, ceci dit, c'est que effectivement, on constate quand même que la Suisse bénéficie de ces travailleurs transfrontaliers. Mais je me souviens quand même que lors de la votation où on avait dit seuls les travailleurs suisses devraient travailler en Suisse, oui. La première à s'être extasiée du résultat de la votation, c'était Marine Le Pen. Donc il faut un moment, je pense aussi, il faut être un peu cohérent dans la sortie. Londres, mégalopole de l'ère numérique, Eric. Voilà, donc on est effectivement en dehors de la zone euro, peut-être bientôt en dehors de l'Union européenne. Alors il y a quand même des statistiques intéressantes qu'a travaillé le site de la BBC. C'est des statistiques fournies par Eurostat et qui montrent que Londres, en fait, dispose aujourd'hui de la plus forte proportion de diplômés de l'enseignement supérieur en Europe. Dans certains, tenez-vous bien, dans certains quartiers de Londres, 2 adultes sur 3 ont fait des études supérieures. C'est un score très important. Et ces quartiers, quand on est allé à Londres, on finit par les connaître. C'est dans la partie ouest de la ville, Camden, la City, Kensington, Chelsea, Hammersmith, Fulham. Dans tous ces quartiers, ça monte même jusqu'à 70% des adultes ayant fait des études supérieures. Pour vous situer, pour montrer cette domination du savoir à Londres, eh bien les régions rivales, on va trouver Bruxelles, le sud de la région de Bruxelles, avec des taux qu'on baisse tout de suite à 54%, Oslo 54%, l'Île-de-France arrive au 5e rang avec 46%, et puis alors Berlin un peu plus loin, 37%, et c'est au 8e rang. Donc Londres, comme le dit le site de la BBC, eh bien c'est en train de devenir la mégalopole de l'ère numérique. Et ça explique aussi peut-être beaucoup de choses, et notamment des divisions qu'il peut y avoir aujourd'hui en Grande-Bretagne. Alors Eric, direction à présent l'Allemagne, où la matière histoire à l'école est considérée comme antidote au populisme. Vous savez, l'histoire, on en a beaucoup parlé en France, c'est fait l'objet de beaucoup de débats politiques. Là, c'est dans le Spiegel. C'est un professeur d'histoire dans un lycée technique qui prend la plume pour expliquer à quel point, eh bien, c'est important d'apprendre l'histoire à l'école. Et d'ailleurs, l'association des professeurs d'histoire en Allemagne réclame le maintien, enfin en tout cas 2 heures obligatoires d'histoire par semaine à l'école, et en lycée 3 heures par semaine. Parce que je vous cite ce professeur, quand on a étudié en cours la problématique des réfugiés, on ne votera pas pour un parti d'extrême droite, on ne fera pas du réfugié un ennemi, et on ne voudra pas ériger des clôtures. On saura en effet combien de personnes ont quitté, ne serait-ce que l'Allemagne au 19e siècle pour des raisons économiques, et pendant le Troisième Reich pour des raisons politiques. Alors vous voyez les liens évidemment historiques. Un autre lien qui est fait, eh bien c'est celui qui concerne directement la France. Quand on a appris l'histoire franco-allemande en classe, qui a été pendant des siècles marquée par la haine, on comprend que l'Union européenne est en fait un miracle. Donc un appel à apprendre ces cours d'histoire. D'un mot pour commenter ça, Éric Andrieux. Ben oui, je crois que c'est essentiel. Je crois qu'il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où l'on va, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire un travail de précision sur l'histoire, si on veut bien comprendre le monde contemporain dans lequel nous sommes et les dangers qui nous guettent si on écoute certains des propos divulgués ici et là, en particulier par... Édouard Ferrand, quand on dit qu'enseigner l'histoire, c'est une antidote au populisme? Moi, je crois que Mme Merkel a une politique pro-immigrationniste et supranationale, et elle est en grande difficulté dans son pays. Et je vois que plus elle parlera comme ça, plus nos amis de l'AfD monteront, et je leur souhaite d'ailleurs Alternative pour Deutschland. Charles de Marseille, l'histoire contre le populisme. Oui, apprendre l'histoire nationale, mais aussi européenne, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a finalement un destin collectif. Emmanuel Foulon. La formation, l'éducation et la connaissance, c'est sûrement les meilleurs moyens de lutter contre le populisme et l'obscurantisme. Voilà, et puis d'ailleurs on pourrait consacrer un jour une émission à l'histoire et au manuel d'histoire à travers l'Europe, parce qu'il est intéressant de voir que les versions peuvent diverger entre la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Ce serait intéressant de pointer du doigt les différences. Merci Édouard Ferrand, eurodéputé Front National, d'avoir été avec nous. Merci Éric Andrieux, eurodéputé socialiste, Emmanuel Foulon, Charles de Marseille de la Fondation Robert Schuman, et Emmanuel Foulon, conseiller politique belge des socialistes. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'ici là, bonne fin de week-end à tous, à l'écoute évidemment de BFM Business.